Bonjour Stéphane Brandley. Bonjour. Vous êtes Bonjour. correspondant à Paris pour Der Standard, qui est un journal autrichien. C'est un journal d'ailleurs qui est né assez jeune, hein, il est né en 88 à Vienne. C'est ça. Voilà, je fais mes petites recherches. Première question, vous n'allez pas y échapper. La mort de Johnny qui a évidemment ému toute la France. Est-ce que vous le connaissiez tout simplement? Moi, je le connaissais bien sûr parce que ça fait des années que je suis ici. En Autriche, on le connaît un peu moins. Bien sûr voire aussi. pas du tout. Oui, il y a des gens qui n'ont même pas connu le nom. Mm. Moi, j'ai fait un article et je peux vous dire que c'était pas un des gros titres en Autriche, mais ça s'explique aussi, ça se comprend parce qu'en France, on a vécu pendant combien de décennies avec Johnny. Au moins 4, ouais, au moins. C'était une réalité, c'était quelque chose que Laetitia a bien dit en disant qu'elle ne croit pas à la mort. Elle ne peut pas s'imaginer une France sans Johnny Hallyday. Et en Autriche, c'est bien évidemment, ce n'est pas la même chose. Mais alors, est-ce que vous avez des stars comme ça qui, si malheureusement elles parviennent à disparaître, nous, on l'apprendrait et on se dirait « Ah mais mince !» Cet artiste était autrichien, bien sûr. Oui, c'est vrai, mais probablement vous ne connaissez même pas les noms. Il y a par exemple une star de Schlager, ça veut dire les chansons de langue allemande, qui s'appelle Udo Jürgens, qui est une grande vedette non seulement en Autriche, mais dans tout l'espace germanophone. En France, on ne l'entend pas, on ne l'écoute pas, on ne le connaît pas, mais c'est un peu un manque de culture réciproque sur le rock, tout simplement. Si vous voulez, mais c'est aussi une question linguistique, je crois. Le rock, pour les Autrichiens, c'est les Américains quand même. Donc quelqu'un qui traduit le rock américain en français ne peut pas être écouté en Autriche, tout simplement, et vice-versa. Bon, l'autre actualité quand même qui vous a intéressé cette semaine, c'était les élections en Corse. Votre rédaction, en tout cas, vous a demandé aussi de vous y intéresser. Quel regard vous portez sur les résultats de ce scrutin et qui était le premier tour de ces élections? Je crois qu'ils sont assez importants du fait que les nationalistes, pour la première fois, à mon avis, ils auront la majorité de la population, des 320 000 Corses, derrière eux. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent, même si Jean-Guy Talamoni aurait pu ou a dit le contraire. Je crois que maintenant, grâce à Gilles Simeoni, une sorte de politisation du débat des nationalistes a eu lieu dans le bon sens. Ça veut dire, il y a 2 ou 3 ans, le FLNC a déjà renoncé à la lutte armée. Gilles Simeoni a pris un peu d'expérience en étant le maire de Bastia. Donc je crois que là, ils sont vraiment rentrés dans la politique et ils veulent y rester. Et je crois que, vu d'Autriche en tout cas, on regarde ça avec beaucoup d'intérêt parce que, contrairement à la France qui a toujours eu cette tradition centralisante, en Autriche, on a des sympathies pour les régions qui sont aussi assez fortes en Autriche, la Carinthie, la Styrie, le Tyrol, et on a aussi la question du Tyrol du Sud. Donc on a un peu d'expérience et on voit ça d'un œil assez intéressé finalement. Est-ce que vous rapprochez ça de la problématique catalane ou de celle du Brexit, où on voit un repli comme ça de certaines populations? Est-ce que vous considérez que c'est différent? Il y a certainement une tendance actuellement, peut-être depuis quelques années, qui va dans ce sens, mais elle n'est pas nouvelle. Et surtout, la Corse n'est pas la Catalogne. La pauvreté, elle est répandue en Corse. En Catalogne, c'est quand même une des régions les plus prospères, sinon la plus prospère de l'Espagne. Et toute la mécanique qui était mise en place jusqu'à présent, elle était complètement différente. En Corse, il y avait la lutte armée, donc c'est pas la même chose. C'est plus à rapprocher au Pays Basque, si vous voulez, qui avait aussi ces traditions de lutte et qui n'est pas allé assez loin et très loin. Une dernière question aussi sur votre probable futur chancelier, Sebastian Kurz, qui a remporté les législatives d'octobre et qui, à 31 ans, pourrait devenir le leader le plus jeune au monde, ce qui lui vaut parfois une comparaison avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous considérez que la
comparaison se tient ou que ce n'est pas le cas? Pas vraiment, sauf si on prend en considération l'âge comme un facteur très important. Moi, je crois que on le voit avec Emmanuel Macron ainsi que Sébastien Kurz, ce sont quand même des hommes politiques. La politique, pour eux, c'est quelque chose d'important. Et de ce fait, Sébastien Kurz, il est complètement différent d'Emmanuel Macron. Il a des convictions conservatrices. Il est peut-être plutôt à l'aile droite de son parti, le EVP. Ce qui les rapproche par contre, c'est une vision plutôt positive de l'Europe. Est-ce qu'ils peuvent représenter à eux deux et bien sûr avec tant d'autres l'avenir de l'Europe? Ils peuvent, mais ils ont des différends quand même. Par exemple, sur la question de la migration, là, Sébastien Kurz, il est très sceptique, il est plutôt proche de Viktor Orban, sans être dans le populisme, sans être un sympathisant de la Hongrie. Mais là, il y a quelque chose qui les différencie très clairement de la position d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel aussi. Et je crois que là, pour Angela Merkel surtout, mais aussi pour Emmanuel Macron, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle si la droite, alliée à l'extrême droite, ce qui peut être le cas en Autriche l'année prochaine, arrive au pouvoir en Autriche. Merci beaucoup Stéphane Brannet d'avoir accepté notre invitation à Figaro Live.